Imaginez un peu la scène. Comment est-ce qu'une simple petite barque en bois, avec un vieux moteur hors bord, peut arriver à paralyser complètement un monstre d'acier hyper technologique de 300 mètres de long? Eh bien, c'est exactement ça, le paradoxe de la haute mer d'aujourd'hui. Franchement, oubliez tout de suite les vieux clichés d'Hollywood. Vous savez, les galions, les coffres au trésor, les drapeaux pirates. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La réalité de notre époque, c'est un face-à-face totalement disproportionné. Un vrai David contre Goliath. Sauf que, contre toute attente, c'est très souvent David qui gagne la partie. Alors bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans les coulisses de la criminalité maritime moderne. Et croyez-moi, on est très loin du petit brigandage de quartier. On parle ici d'une véritable industrie hyper organisée. C'est un sujet absolument passionnant parce qu'il connecte absolument tout, notre économie mondiale, la géopolitique et bien sûr la sécurité globale. On va voir ensemble comment de simples vols opportunistes se sont transformés en de gigantesques multinationales du crime. Pour bien comprendre les rouages de tout ça, on va suivre un plan très clair. On va d'abord explorer ce fameux paradoxe de la mer, puis on remontera à la racine du problème, sur la terre ferme. Ensuite, on comparera les différentes zones à risque avant de décortiquer les nouvelles tactiques utilisées. Enfin, on se mettra à la place des équipages pour comprendre la réalité à bord, et on terminera sur les ripostes mises en place à l'échelle mondiale. Allez, c'est parti avec notre première partie, le paradoxe de la mer, ou comment on est passé de simple barque à une vraie menace mondiale. C'est quand même dingue de se dire que l'artère principale de notre économie, là où transitent littéralement des milliards de dollars tous les jours, peut être prise en otage par des bateaux de fortune. Mais attention, la menace a énormément changé au fil du temps. Dans les années 70, on parlait surtout d'une piraterie artisanale, par exemple dans le delta du Niger. Ensuite, on a eu ce fameux pic somalien entre 2008 et 2012, vous en avez sûrement entendu parler aux infos, avec ces navires détournés pendant de longs mois. Et là, aujourd'hui, entre 2024 et 2026, on assiste à un retour en force. Mais cette fois, c'est un cocktail redoutable de haute technologie et de tensions géopolitiques. Le crime organisé a complètement industrialisé la flibuste. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. 18 milliards de dollars. C'est énorme, non? Selon la Banque mondiale, c'est ce que la piraterie somalienne a coûté chaque année à l'économie globale pendant ses pires années. Donc on ne parle pas du tout d'un petit problème local, c'est une hémorragie financière à l'échelle de la planète. Ça fait exploser les coûts de transport, les assurances, et au final, devinez quoi? C'est nous qui payons la facture quand on achète nos produits au quotidien. On passe à la deuxième étape, la racine à terre. Parce que oui, tout part d'une faillite de l'État et d'un effondrement du système. En fait, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe sur l'eau, il faut regarder ce qui se passe sur Terre. La piraterie, c'est juste le symptôme d'une maladie bien terrestre. Tout commence très souvent avec un profil assez tragique, le pêcheur local ruiné. Le gars est poussé à bout par la misère extrême, par la sécheresse ou parce que des flottes industrielles étrangères ont complètement pillé ses zones de pêche. Pour survivre, il prend la mer. Mais, et c'est là le point de bascule, il se fait très vite absorber par des réseaux criminels. Là, on a affaire à des syndicats mafieux ultra complexes, gérés par des chefs de guerre ou des hommes d'affaires qui payent l'équipement, fournissent les armes modernes et s'occupent de blanchir l'argent massif des rançons. Le point crucial à retenir ici, c'est que la nature a horreur du vide. Sans un État stable, sans gouvernance et sans opportunité de travail, les côtes deviennent inévitablement des zones de non-droit. On n'est pas pirate, franchement. C'est le désespoir total qui pousse ces hommes à l'eau avant de devenir un rouage indispensable d'une mafia extrêmement lucrative. Ce qui nous amène à notre troisième partie, comparons un peu les grands théâtres d'opération, notamment la Somalie face au golfe de Guinée. Quand on regarde ces deux régions, on se rend vite compte que leur fonctionnement est complètement différent. En Somalie, le modèle économique, c'est le kidnap and ransom, l'enlèvement contre rançon. Ils capturent les navires et les gardent en otage pendant des mois entiers près des côtes. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'il n'y a absolument aucune autorité de l'État sur Terre pour les en empêcher. Dans le golfe de Guinée, c'est une autre histoire. Là, on est face à des États souverains, mais avec des frontières poreuses. Du coup, les méthodes sont beaucoup plus brutales. On parle de raids éclairs ultra-violents pour siphonner des cargaisons de pétrole ou pour enlever juste quelques officiers très ciblés, avant de disparaître très vite dans le dédale du delta du Niger. Et malheureusement, la tendance actuelle confirme que le problème est loin d'être réglé. Regardez ces chiffres récents du Bureau maritime international. Après une petite accalmie, les incidents mondiaux repartent à la hausse. On passe de 120 attaques en 2023 à 137 en 2025. Ce qui est frappant, c'est qu'une énorme partie de ces attaques récentes se concentre autour du détroit de Singapour, avec toujours une forte présence dans le golfe de Guinée et même un retour sporadique au large de la Somalie. Quatrième partie, tactique et nouvelles technologies. Ou comment on a basculé dans une véritable course aux armements. Oubliez les machettes et les vieux fusils rouillés des années 70. Aujourd'hui, on fait face à un bond technologique qui fait vraiment froid dans le dos. Bon, bien sûr, les fusils d'assaut AK-47 et les lance-roquettes RPG-7 restent la base de l'arsenal. Mais le vrai changement, c'est l'organisation. Ils utilisent de gros bateaux-mers capables de lancer de multiples barques rapides en pleine mer. Et le plus fou, ces réseaux utilisent maintenant l'OISINT, le renseignement en source ouverte. Ils détournent les données de suivi GPS des navires pour traquer leurs cibles avec une précision chirurgicale. On voit même apparaître l'utilisation de petits drones commerciaux pour faire du repérage avant de lancer l'assaut.
Et le paysage évolue de manière encore plus radicale avec l'actualité internationale. Si on observe ce qui se passe récemment dans la mer Rouge, on voit que des groupes comme les Houthis intègrent carrément des armes de qualité militaire. On parle de missiles balistiques anti-navires et de drones explosifs. Les voies commerciales classiques sont confrontées à une militarisation croissante des menaces, et ça bouleverse complètement les règles du jeu pour la marine marchande. Ce qui nous amène à la 5e partie, la réalité à bord. Une vulnérabilité flagrante vue depuis la passerelle de commandement. Mettez-vous à la place d'un officier de sûreté 2 secondes. C'est terrifiant de voir à quel point un navire aussi gigantesque est en fait hyper fragile. Déjà, ça navigue lentement, souvent entre 10 et 20 nœuds. Ensuite, quand un cargo est lourdement chargé, il est très bas sur l'eau, ce qui permet aux pirates d'accrocher leurs échelles super facilement. Et puis, imaginez, sur un mastodonte de 150 mètres, il n'y a parfois qu'une vingtaine de membres d'équipage, et ils ne sont absolument pas armés. Enfin, vu la taille massive du bateau, les radars ont d'énormes angles morts, surtout juste près de la coque. C'est là que les petites barques rapides viennent se faufiler sans être vues. Alors, face à tout ça, la réalité quotidienne des marins est rythmée par une hyper-vigilance absolue et des procédures très strictes. Dès qu'une barque suspecte approche, c'est branle-bas de combat. Étape 1, on lance des manœuvres d'esquive et on allume les lances à eau sous très haute pression pour repousser les assaillants. Étape 2, on déclenche le SSAS, une alarme silencieuse reliée par satellite qui prévient les autorités. Sans oublier que le pont est souvent bardé de barbelés coupants. Mais si l'abordage est inévitable, étape 3, c'est le repli tactique. Tout l'équipage court se barricader dans ce qu'on appelle la citadelle, une pièce lourdement blindée. On coupe les moteurs et on attend en espérant que les secours militaires arrivent vite. 6e et dernière partie, la riposte internationale et privée. Comment le monde a déployé un véritable bouclier. Le premier niveau de ce fameux bouclier, il est d'abord procédural. Après les attentats du 11 septembre, la communauté internationale a instauré le code ISPS. C'est une norme draconienne qui oblige chaque navire et chaque port à avoir des plans de défense ultra précis. Ça fonctionne sur 3 niveaux. Un responsable sécurité à bord du navire, un dans la compagnie à terre et un dans le port. C'est aussi ce code qui a rendu obligatoire la fameuse alarme silencieuse dont je viens de vous parler. En gros, c'est vraiment la fondation juridique de la sécurité maritime. Le deuxième niveau, c'est la force publique. Face au pic des attaques dans les années 2010, on a assisté à un truc historique. Un déploiement naval sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Des missions comme l'opération Atalante de l'Union européenne patrouillent avec de vrais navires de guerre et créent des couloirs de transit sécurisés. La présence continue de ces frégates, ajoutée à une meilleure coopération entre les pays côtiers, ça agit comme une dissuasion redoutable contre les pirates. Et enfin, il y a le 3e niveau, une réponse privée, certes radicale, mais extrêmement efficace, les PCASP. Derrière ce sigle, ce sont des équipes de garde armée privées, littéralement embarquées à bord des navires civils quand ils traversent des zones rouges. Le fait de savoir qu'il y a des professionnels armés sur le pont, prêts à faire des tirs de sommation ou à échanger des coups de feu, eh bien ça a été un facteur majeur pour décourager les syndicats criminels d'attaquer. En conclusion, ce décryptage nous montre bien que la piraterie moderne, c'est un écosystème ultra complexe où la misère à terre nourrit un crime organisé redoutable en mer. Alors oui, aujourd'hui on a un bouclier mondial sophistiqué, mais une question cruciale se pose. Ce modèle de sécurité, basé sur un équilibre fragile entre navires de guerre, gardes privés et citadelles blindées, est-il vraiment tenable sur le long terme? Surtout quand on voit l'évolution des conflits géopolitiques et l'accès de plus en plus facile à des armes militaires avancées. C'est une réflexion fondamentale pour l'avenir de tout notre commerce mondial. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour décrypter ensemble de nouveaux enjeux passionnants.